choix des sujets des comédies où il en faut mettre en scène et des comédies romaines. J'ai rapporté plusieurs raisons pour montrer que les poètes tragiques doivent placer leurs scènes dans des temps éloignés de nous. Des raisons opposées me font croire qu'il faut mettre la scène des comédies dans les lieux et dans les temps où elle est représentée, que son sujet doit être pris entre les événements ordinaires et que ses personnages doivent ressembler par toutes sortes d'endroits au peuple pour qui on la compose. La comédie n'a pas besoin d'élever ses personnages favoris sur des piédestaux, puisque son but principal n'est point de les faire admirer pour les faire plaindre plus facilement. Elle veut tout au plus nous donner pour eux quelque inquiétude causée par les contretemps fâcheux qui leur arrivent et qui doivent être plutôt des traverses que de véritables infortunes, afin que nous soyons plus satisfaits de les voir heureux à la fin de la pièce. Elle veut, en faisant rire aux dépens des personnages ridicules, nous corriger des défauts qu'elle joue, afin que nous devenions meilleurs pour la société. La comédie ne saurait nous rendre le ridicule de ces personnages trop sensibles aux spectateurs. Les spectateurs, en démêlant sans peine le ridicule des personnages, auront encore assez de peine à y reconnaître le ridicule qui peut être en eux. Or, nous ne pouvons pas reconnaître aussi facilement la nature quand elle paraît revêtue de mœurs, de manières, d'usages et d'habits étrangers que lorsqu'elle est mise, pour ainsi dire, à notre façon. Les bienséances d'Espagne, par exemple, ne nous étant pas aussi connues que celles de France, nous ne sommes pas choqués du ridicule de celui qui les blesse, comme nous le serions si ce personnage blessait les bienséances en usage, dans notre patrie et dans notre temps. Nous ne serions pas aussi frappés de tous les traits qui peignent l'avare que nous le sommes si Harpagon a exercé sa lésine sur la dépense d'une maison réglée suivant l'économie des maisons d'Italie. Nous reconnaissons toujours les hommes dans les héros des tragédies, soit que leur scène soit à Rome ou à Lacédémone, parce que la tragédie nous dépeint les grands vices et les grandes vertus. Or, les hommes de tous les pays et de tous les siècles sont plus semblables les uns aux autres dans les grands vices et dans les grandes vertus qui ne le sont dans les coutumes, dans les usages ordinaires, en un mot, dans les vices et les vertus dont la comédie veut faire le portrait. Ainsi, les personnages de comédie doivent être taillés, pour ainsi dire, à la mode du pays pour qui la comédie est faite. Plot et Terence, dira-t-on, ont mis la scène de la plupart de leurs pièces dans un pays étranger par rapport aux Romains, pour qui ces comédies étaient composées. L'intrigue de leurs pièces suppose les lois et les mœurs grecques. Mais si cette raison fait une objection contre mon sentiment, elle ne suffit point pour prouver le sentiment opposé à celui que j'expose. D'ailleurs, je répondrai à l'objection que Plot et Terence ont pu se tromper. Quand ils composèrent leurs pièces, la comédie était à Rome un poème d'un genre nouveau, et les Grecs avaient déjà fait d'excellentes comédies. Plot et Terence, qui n'avaient rien dans la langue latine et qui peut leur servir de guide, imitèrent trop servilement les comédies de Ménandre et d'autres pièces grecques et d'autres poètes grecs, et ils jouèrent des Grecs devant les Romains. Ceux qui transplantent quelque art, que ce soit d'un pays étranger dans leur patrie, en suivent d'abord la pratique de trop près, et ils font la méprise d'imiter chez eux les mêmes originaux que cet art est en habitude d'imiter dans les lieux où ils les ont appris, où ils l'ont appris. Mais l'expérience enseigne bientôt à changer l'objet de l'imitation. Aussi les poètes romains ne furent pas longtemps à connaître que leur comédie plairait davantage s'ils en mettaient la scène dans Rome, et s'ils y jouaient le peuple même qui devait en juger. Ces poètes le firent et la comédie composée dans les mœurs romaines se divisa même en plusieurs espèces. On fit aussi des tragédies dans les mœurs romaines. Horace, le plus judicieux des poètes, sait beaucoup de gré à ceux de ses compatriotes qui les premiers introduisirent dans leur comédie des personnages romains et qui délivrèrent ainsi la scène latine d'une espèce de tyrannie que des personnages étrangers y venaient exercer. Il n'est rien que n'ait omis de tenter nos poètes nationaux, et ils ont mérité le plus grand honneur pour avoir eu l'audace d'abandonner les traces des Grecs, et pour avoir célébré les exploits de notre patrie en composant des prétextes ou des comédies en toge. Les Romains, en parlant de leur poésie dramatique, ont confondu quelquefois le genre avec l'espèce. Je crois néanmoins devoir tâcher de débrouiller ici cette confusion pour faciliter l'intelligence de ce qui me reste encore à dire sur le sujet que je traite actuellement.
La poésie dramatique des Romains se divisait d'abord en trois genres, qui se subdivisaient en plusieurs espèces. Ces trois genres étaient la tragédie, la satire et la comédie. Les Romains avaient des tragédies de deux espèces. Ils en avaient dont les mœurs et les personnages étaient grecs, et ils les appelaient palliatés, parce qu'on se servait des habits des Grecs pour les représenter. Les tragédies dont les mœurs et les personnages étaient romains s'appelaient praektextaté ou praetexté, du nom de l'habit que les personnes de condition portaient à Rome. Quoi qu'il ne nous soit demeuré qu'une tragédie de cette espèce, l'Octavie, qui passe sous le nom de Sénèque, nous savons néanmoins que les Romains en avaient un grand nombre. Tels étaient le Brutus qui chassa les Tarquins et le Decius du poète Attus. La satire était une espèce de pastorale que quelques auteurs disent avoir tenu le milieu entre la tragédie et la comédie. Nous n'en savons guère davantage. La comédie ainsi que la tragédie se divisaient premièrement en deux espèces, la comédie grecque ou palliata et la comédie romaine ou togata, parce qu'on y introduisait ordinairement de simples citoyens dont l'habit était le vêtement appelé toge. On appelle togata en toge les pièces qui sont écrites en respectant le mode de vie de la manière d'être des hommes vêtus de toge, c'est-à-dire des Romains, dit Diomède, un ancien auteur, qui a écrit quand l'Empire romain subsistait encore. La comédie romaine se subdivisait à son tour en quatre espèces. La comédie togata, proprement dite, la comédie tabernaria, les pièces atellanes et les mimes. Les pièces du premier caractère étaient très sérieuses et l'on y introduisait même des personnages de condition, ce qui les fait appeler quelquefois praetextaté. Chez les Romains, dit Diomède, l'on trouve des pièces prétextes, des pièces vulgaires, atellanes et bouffonnes. Les pièces du second caractère étaient des comédies, un peu moins sérieuses. Leur nom venait de taberna, qui signifiait proprement un lieu de rendez-vous propre à rassembler les personnes de conditions différentes qui jouaient un rôle dans ces pièces. Les atellanes étaient des pièces telles à peu près que les comédies italiennes ordinaires, c'est-à-dire dont le dialogue n'est point écrit. L'acteur des atellanes jouait donc son rôle d'imagination et il le brodait à son plaisir. Tite-Live, en faisant l'histoire du progrès de la comédie à Rome, dit que la jeunesse de Rome n'avait pas voulu que cet amusement devint un art. Elle se l'était réservée. Voilà pourquoi, ajoute-t-il, ceux qui jouent dans les atellanes conservent tous les droits des citoyens et qu'ils servent dans les légions, comme s'ils ne montaient pas sur le théâtre. Aussi restera-t-il établi que les auteurs d'atellanes ne sont pas exclus de leur tribu et font leur service militaire en hommes qui n'exercent pas la profession de comédiens. Festus dit que les spectateurs n'avaient pas le droit de les faire démasquer comme ils pouvaient faire démasquer les autres comédiens. On sait bien qu'ils n'en étaient pas quittes quelquefois pour sauter le masque. Les acteurs des atellanes ont le droit de ne pas enlever leur masque. Tous ces comédiens jouaient chaussés avec cette espèce de soulier particulier qu'on appelait soc. Le cothurne était la chaussure de ceux qui jouaient les tragédies. Les mimes ressemblaient à nos farces et leurs acteurs jouaient déchaussés. Combien, dit Sénèque, trouve-t-on de sentences dans les poètes dont des philosophes pourraient se faire honneur? Je ne parle point des tragédies, ni même des comédies à longue robe, qui, par la gravité qu'elles gardent, tiennent le milieu entre les comédies plaisantes et la tragédie. Mais dans les mimes même, combien y a-t-il de maximes de Publius Cyrus plus propres à être débités par des acteurs montés sur le soc et même sur le cothurne que par des acteurs sans chaussures? Combien de poètes disent le mot que les philosophes ont dit, ou devraient dire « Je ne toucherai pas au genre tragique », non plus qu'à notre genre national de la togata, qui comporte lui aussi du sérieux et tient par là le milieu entre la comédie et la tragédie. Mais combien de vers d'une frappe admirable enfouis dans la collection de nos mimes? Que de pensées de Publilius, qui devrait avoir pour interprète non d'épîtres déchaussés, mais des tragédiens en cothurne. Ce Publius Cyrus était un poète qui faisait de ces comédies appelées mimes et le rival de Laberius. Macrobe parle beaucoup de leur concurrence dans ses Saturnales. Diomède achève de confirmer ce que je viens de dire en écrivant la quatrième sorte de pièce de théâtre est de l'espèce dite de plein pied, planipédia, qu'on nomme mime en grec, parce que les acteurs entraient sur scène déchaussés et non chaussés de cothurne comme les acteurs tragiques ou de soc comme les acteurs comiques.
La quatrième espèce de comédie est celle qu'on appelle comédie déchaussée, parce que les acteurs qui la jouent ne chaussent point le cothurne comme les acteurs qui représentent les tragédies, ni le soc comme ceux qui représentent les comédies des trois premiers genres. Les Grecs donnent le nom de mime à cette quatrième espèce de comédie. Nous voyons par l'aventure qui arriva aux funérailles de Vespasien, où Suétone nous dit que suivant l'usage, on jouait le caractère du défunt dans une pièce de mime, qu'il y avait de ces pièces dans les mœurs romaines. L'avarice de cet empereur n'en avait pas été moins scandaleuse, quoiqu'il égaya souvent par de bons mots dont plusieurs sont venus jusqu'à nous. Tout le monde sait par exemple le trait dont il se servit pour escroquer une ville qui voulait dépenser une grande somme à lui ériger une statue. Messieurs, dit-il à ses députés en leur présentant la paume de la main, voici la base où il faut placer votre statue. Favor Archimimus, c'est le nom et la profession de l'acteur qui faisait le rôle de Vespasien. Ayant demandé au directeur du convoi combien coûtait sa pompe funèbre, il s'écria, lorsqu'il lui apprit que la dépense montait à des millions. Épargnons, messieurs, donnez-moi 100 000 écus et jetez mon cadavre dans la rivière. Nous parlerons plus bas des pantomimes, espèce de comédiens qui déclamaient sans rien prononcer. Retournons-nous à notre sujet. Nos poètes lyriques et nos poètes comiques ont fait la même méprise que Plot et que Terence lorsque notre goût perfectionné par Malherbe et par ses successeurs devint assez difficile pour ne s'accommoder plus des anciennes farces. Nos poètes comiques français tâchèrent de perfectionner leur tâche comme les autres poètes avaient perfectionné la leur. Ces poètes comiques sans modèle et peut-être sans génie, trouvant que les Espagnols, nos voisins, étaient déjà riches en comédie, copièrent d'abord les comédies castillanes. Presque tous nos poètes comiques les ont imités jusqu'à Molière, qui, après s'être égaré quelquefois, prit enfin pour toujours la route d'Horace, à juger être la seule qui fut bonne. Ces dernières comédies, si on en accepte celle qui fit pour jouter contre Plot, sont dans les mœurs françaises. Je ne parle point des comédies héroïques de Molière, parce qu'il songea moins en les écrivant à faire des comédies qu'à composer des pièces dramatiques qui puissent servir de liaison au divertissement destiné à former ces spectacles magnifiques de Louis XIV, encore jeune, donné à sa cour, et dont la mémoire s'est conservée dans les pays étrangers, autant que celle de ses conquêtes. Le public, qui ne sort guère du bon goût lorsqu'il y est entré, a rejeté depuis quelques années toutes les comédies composées dans des mœurs étrangères, avec lesquelles on aurait voulu l'amuser. En effet, à moins que de connaître l'Espagne et les Espagnols, connaissance qu'un poète n'est pas en droit d'exiger du spectateur, on n'entend pas le fin de la plupart des plaisanteries de ces pièces. Combien y a-t-il de spectateurs qui ne comprennent pas la moitié des plaisanteries de Don Japhet? Celles par exemple qui roulent sur le reproche que les Castillans, qui prononcent bien et nettement, font aux Portugais, qui prononcent mal et qui mangent une partie des syllabes. Ce sont les guenons qui parlent portugais. Nous avons eu depuis 80 ans 2 différentes troupes de comédiens italiens établis à Paris. Ces comédiens ont été obligés de parler français, c'est la langue de ceux qui les payent. Mais comme les pièces italiennes, qui ne sont point composées dans nos mœurs, ne peuvent amuser le public, les comédiens dont je parle ont encore été obligés de jouer des pièces écrites dans les mœurs françaises. Les premiers auteurs anglais, qui mirent en leur langue les comédies de Molière, les traduisirent mot à mot. Ceux qui l'ont fait dans la suite ont accommodé la comédie française aux mœurs anglaises. Ils en ont changé la scène et les incidents, et elles en ont plus davantage. C'est ainsi que Shirley en usa lorsqu'il fit du misanthrope de Molière son homme au franc procédé, qu'il suppose être un Anglais et homme de mer. Nos premiers faiseurs d'opéra se sont égarés, ainsi que nos poètes comiques, pour avoir imité trop servilement les opéras des Italiens, de qui nous empruntions ce genre de spectacle sans faire attention que le goût des Français, ayant été élevé par les tragédies de Corneille et de Racine, ainsi que par les comédies de Molière, il exigeait plus de vraisemblance, qu'il demandait plus de régularité et plus de dignité dans les poèmes dramatiques, qu'on en exige au-delà des Alpes. Aussi, nous ne saurions plus lire aujourd'hui sans dédain l'opéra de Gilbert et la Pomone de l'abbé Perrin. Ces pièces écrites depuis 68 ans nous paraissent des poèmes gothiques composés 5 ou 6 générations avant nous. Quinault, qui travailla pour notre théâtre lyrique après les auteurs que j'ai cités, n'eût pas fait 2 opéras qu'il comprit bien que les personnages de bouffons essentiels dans les opéras d'Italie ne convenaient pas dans les opéras faits pour les Français. Thésée est le dernier opéra où Quinault ait introduit des bouffons.
et le soin qu'il a pris d'ennoblir leur caractère montre qu'il avait déjà senti que ces rôles étaient hors de leur place dans des tragédies faites pour être chantées, autant que dans des tragédies faites pour être déclamées. Il ne suffit pas que l'auteur d'une comédie en place la scène au milieu du peuple qui la doit voir représentée, il faut encore que son sujet soit à la portée de tout le monde, et que tout le monde puisse en concevoir sans peine le nœud, le dénouement et entendre la fin du dialogue des personnages. Une comédie qui roule sur le détail d'une profession particulière, et dont le public généralement parlant n'est pas instruit, ne saurait réussir. Nous avons vu échouer une comédie parce qu'il fallait avoir plaidé longtemps pour l'entendre. Ces farces dont le sujet éternel et le train de vie de gens de mauvaises mœurs et d'un certain étage font autant contre les règles que contre la bienséance. Il n'est qu'un certain nombre de personnes qui aient assez fréquenté les originaux dont on expose des copies pour juger si les caractères et les événements sont traités dans la vraisemblance. On se lasse de la mauvaise compagnie sur le théâtre, comme on s'en lasse dans le monde, et l'on dit des poètes de pareilles pièces ce que Despréaux dit du satirique Régnier.